Là, Mais je vais dire un truc, Bangkok. Copenhague, c'est beaucoup d'illusions. Le diable s'habille en ange. Le diable s'habille en ange, c'est-à-dire que tu vas avoir un mec qui va te faire croire que, et en réalité, derrière, il va te manipuler, il va essayer de t'arnaquer ou il va essayer de profiter de toi, etc. Tu vois. On est quand même dans un pays où il y a une vraie différence avec les autres pays dans le monde, c'est que ici, n'importe qui que tu croises, c'est peut-être un champion du monde de Muay Thai. Donc si t'es pas gentil ou respectueux, il peut te casser 3 côtes, te laisser sur le sol et partir, tu vois. Je pense qu'on a une bien meilleure qualité de vie en Thaïlande avec 2000 euros. Ou 1500 qu'en Europe avec 10 000. Si tu vis dans un village de montagne dans le nord, avec 500 euros, t'es très bien. J'avais un loyer à 60 euros une fois. J'ai fait 400 km de moto, j'ai eu un petit accident de moto. Et après, crois-moi ou pas, mais je me suis retrouvé dans un état un petit peu méditatif. Le mot yoga est apparu dans ma tête, lettre après lettre. Y, O, G, A. Et mon intuition me dit en même temps, ça va être ta vie, ça va être ton métier, ça va être ton chemin de vie. Je me voyais comme un esclave. Il n'y a aucune inclusivité, il n'y a aucun amour dans la façon dont les gouvernements régulent nos vies, nos systèmes et nos quotidiens. Il n'y a aucune liberté. Je pense qu'on est esclave, je pense qu'on est là pour servir une grosse machine. On est là pour réaliser les rêves et les projets de ceux qui ont mis en place le système bancaire et économique tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça m'a jamais intéressé de me réveiller pour quelqu'un d'autre et d'être fonctionnel toute ma vie, 50 ans, de 9h à 5h, pour pouvoir servir un système qui aujourd'hui en réalité crée beaucoup de souffrance, tu vois. J'ai une énergie féminine et une énergie masculine au sein d'un corps mâle. Mais il y a tout dans cette vie. Il y en a pour tous les goûts. Tu vois, il y a les jogging, il y a ceux qui travaillent 24 heures par jour. Tu vois, si tu peux vivre 24-24, si tu veux aller prendre ton petit déjeuner à 3h du matin parce que tu commences ta journée à 4h pour je ne sais quelle raison, tu peux, tu vois. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, je rencontre Mika. Pour avoir des conseils pratiques sur la Thaïlande, pour trouver des emplois, des logements, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien en description. Salut, je suis avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour. Enchanté de te rencontrer. Également. Bon, bah Avec écoute, plaisir. on se fait la vidéo. Hein. Ouais, voilà, c'est parti. C'est parti. Salut. Ça Mika. va, le son il Ça redescend va. un peu. Comment ça va, Sabri? Ça va et toi? Ouais, très très bien, la vie va est belle, parler on de est plein bien. de choses aujourd'hui. Hein. Avec plaisir. Croustillante. Avec plaisir. Et Dieu sait qu'il y en a en Thaïlande, des choses croustillantes. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Je suis arrivé à 8 ans et ça fait 6 ans à peu près, je suis basé ici, avec quelques petites sorties de pays de temps en temps, mais 6 ans que c'est ma base, ouais. D'accord. Ta base est où exactement? Copenhague, j'étais à Copenhague pendant 5-6 ans, l'île entre Koh Samui et Koh Tao. Ouais. Et puis Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de beau à Copenhague? ça ressemble à une carte postale, hein. La mer turquoise, les couchers de soleil avec le ciel vert, violet, bleu, tous les jours différents, tous les jours magiques. La vie est vraiment confortable si on n'a pas trop de besoins, si on n'a pas peur de s'ennuyer, si on a envie juste d'explorer un petit peu le temps avec soi et apprendre à s'occuper sans être forcément fonctionnel, mais simplement apprendre à vivre avec les petits plaisirs simples de la vie. Tu peux me détailler un peu plus ton budget? Moi, mon budget, il est... Ouais, je dirais qu'avec 1000 euros en Thaïlande, à Bangkok, là, je suis large, hein, parce que j'ai des besoins très simples. Je mange pas de viande, je bois pas d'alcool, je fais pas trop de... C'est vrai que... Tu bois pas? Je bois pas d'alcool du tout. Non, j'ai arrêté à 10 ans. Donc du coup, me retrouver à Nana dans une boîte de nuit avec 3 filles de bar autour de moi, etc. Ça m'est jamais arrivé, tu vois. C'est pas ce que je recherche. Donc j'ai une vie très simple, moi. Quelques salades de fruits, tu vois, 2-3 currys ici. J'ai ma petite moto. J'ai besoin de rien. Tu payes combien hein, ton loyer? Moi, je paye 6000 bahts, mon pote. 6000 bahts? Hmm. Donc t'es pas au centre de Bangkok alors? Je suis à Samsen. Je suis à 20 minutes en moto. D'accord, ok. Ouais, donc tu vois, je suis au centre. Tu vois, Wat Po, je suis à 5 minutes de Wat Po. Je suis à Satorn à Ikon Siam en 10 Donc minutes. 6000 bahts ton loyer. C'est rien. T'as besoin de combien? 6000 bahts, ça fait quoi? Ça fait 150 euros, je crois. 150 euros. Ouais. Mais tu disais que ton budget c'était 1000 euros. Alors tu fais quoi avec les 850 restants? Bah écoute, je cuisine peu, je dois avouer. Tu cuisines pas? Peu ou pas, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je préfère passer du temps social. Pour moi, manger, c'est aussi social. Donc voilà, je vais voir la petite street food en bas de chez moi. J'aime partager un petit peu quelques minutes, quelques sourires, quelques discussions avec. Tu C'est vois. combien un plat? C'est combien un plat? C'est 40 bahts, 50 bahts, 60 bahts, 80 bahts, 100 bahts maximum, tu vois, pour un végétarien. En général, à 200 bahts, t'es royal, tu vois. 200 bahts, t'es très très bien, tu vois. D'accord, mais t'as une copine, tu sors de temps en temps? Ouais, ou pas? pareil, tu vois, je sors de temps en temps. Quand on se fait des kiffs, moi personnellement, je préfère prendre un petit bus de nuit et me retrouver à Krabi ou à Chiang Mai le lendemain, 3-4 jours, escape, tu vois.
profiter de la nature, des plaisirs simples, etc. Donc en fait, pour moi, mes plus grands plaisirs, c'est des plaisirs simples, hein, tu vois. Les boîtes de nuit, t'as jamais fait? Non, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, après, moi j'ai habité à Copenhague 5 ans, donc je faisais la fête sur la plage tout le temps. Et quand je dis la fête, tu vois, c'est plus me retrouver avec des gens avec qui je vais passer un bon moment, tu vois, voilà, écouter la musique, danser 2 heures et rentrer à la maison, quoi. Tu vois, être content. Est-ce que c'est un cliché sur Copenhague, la musique là-bas c'est techno, EDM? Bah écoute, j'ai habité pas très loin du Rasta Bar aussi, donc il y a du reggae, il y a de la techno. Ouais, c'est sûr, c'est très full moon party, etc. Tu vois. Mais non, il y a aussi une culture musicale, il y a des shows, des concerts, des trucs qui se passent un petit peu tous les jours. Donc non, il y a un petit peu de tout. Après, Copenhague, c'est pas très représentatif de la Thaïlande, hein. C'est pas Très représentatif de la Thaïlande. C'est comme Ibiza, c'est pas très représentatif de l'Espagne, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est bien de venir dans un pays sans être immergé dans la culture? Moi, je respecte les choix de chacun et je juge personne. Chacun fait comme il veut, etc. Tu vois. Après, c'est une question de temps. Moi, je pense que vraiment, pour être en immersion dans un pays, je me vois pas partir en vacances dans un endroit moins de 3 mois. C'est au bout de 3 mois que je commence à comprendre ce qui se passe, tu vois. À quelle heure ma voisine, elle emmène sa petite fille à l'école, tu vois, comment ça se passe, quand la fille vient aider les parents au restaurant, aider le dimanche, qu'est-ce qu'elle fait le reste de la semaine, tu sais, comprendre un peu les gens autour de moi, comment ils vivent et partager avec eux, quoi. Est-ce qu'on comprend la Thaïlande quand on est à Copenhague? Bah, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Bangkok. D'accord. C'est parce que les Thaïs sur les îles, vraiment, ils vont encore plus préserver une forme de microcosme au sein duquel ils sont, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un tourisme de masse, tu vois, et c'est difficile. T'as pas forcément envie de t'attacher aux gens que tu vois passer une semaine, 1 mois, 2 mois, tu vois. Donc quand ça fait 20 ans que tu es sur une île où tu vois des gens passer une semaine, 1 mois, 6 mois, etc., tu vas pas forcément créer des relations, tu vas plutôt rester... tu vois, en interne, quoi, avec les autres locaux. Donc c'est un peu plus difficile de créer une connexion, je dirais, avec les locaux, tu vois, aussi là-bas. Et je les condamne pas, je les comprends parfaitement. Donc ici, il y a un contexte où je peux être un petit peu plus immergé avec mon voisin, ma voisine, avec la personne avec qui j'achète ma bouteille d'eau, tu vois. T'as des amis étrangers ici? Ouais. Ou Thaï, j'ai des amis thaïs. J'ai déjà des amis thaïs, ça fait 3 mois que je suis à Bangkok et j'ai pratiquement autant d'amis thaïs ou plus d'amis thaïs que quand j'étais à Copenhague dans 5 ans, tu vois. Tu parles le thaï avec eux ou Nick Noekrap. J'apprends. Je vais à l'école là pour apprendre le thaï, vraiment, parce que pour moi c'est essentiel, vraiment. Là aujourd'hui, pour pouvoir vraiment comprendre le pays au sein duquel je suis, vraiment c'est essentiel. Et tu sais, si tu viens en France, que tu restes 5 ans et que tu parles pas français, on va te regarder un petit peu comme t'as pas envie de t'intégrer ou qu'est-ce qui se passe? Mais nous, ça fait 5 ans qu'on est là, on parle pas thaï et non, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on apprenne un petit peu à interagir avec. Est-ce que bon, t'es prof de yoga, est-ce que je peux voir un peu 2-3 trucs ou pas? Avec plaisir, ouais. Hein? Avec plaisir. Parce que je veux vérifier que t'es pas un charlatan. Ouais, j'entends bien. Et je sais que c'est pas ce qui manque. Yes. Tu t'es déjà blessé en faisant du yoga ou pas? Non, jamais. Non, si c'est fait avec les bonnes instructions, le bon professeur, la bonne diète alimentaire, le bon sommeil, etc. Si c'est bien encadré avec des professionnels, il n'y a aucun risque. Non. Ouais. Mais il faut dire que c'est pas pour tout le monde, Copenhague. Non, bien entendu. Cette vie-là n'est pas pour tout le monde. Beaucoup de personnes vont vraiment s'ennuyer. Après 3-4 jours, ils vont trouver aucun intérêt à être sur cette île. Ce qui me plaît, moi, personnellement, c'est pas d'aller explorer ce que j'ai autour de moi, mais plus d'aller explorer en interne, comment je me sens, méditation, pratique spirituelle, etc. Donc c'est vrai que ce fut un environnement assez idéal, entre guillemets, pour pouvoir avoir un mode de vie assez zen, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça correspond pas à tout le monde. Je comprends aussi que certaines personnes n'aient pas forcément envie de s'éterniser là-bas. C'est pour qui en fait exactement? Bien, tu sais, il y a 20 000 personnes qui y vont chaque mois pour la full moon party
Au-delà de ça, il y a pas mal de familles qui viennent et qui ont beaucoup de plaisir à faire du scuba diving, tu sais. Ouais. En fait, tu sais que Koh Tao, c'est l'île la plus connue au monde pour le scuba diving. Mais actuellement, les gens ils vont à Koh Tao, ils prennent un bateau et ils se rapprochent un peu plus de Koh Phangan en réalité pour le scuba diving. Donc c'est un des endroits où effectivement pour le scuba diving, c'est un des endroits les plus paradisiaques. Des gens du monde entier qui viennent faire leur certification, leur diplôme. T'as passé combien de temps là-bas? Basé depuis 2016, donc on va dire 5-6 ans. Voilà, 5-6 ans, peut-être 4 ans, 5 ans temps plein et quelques sorties de l'île et du pays de temps en temps. Pourquoi on compare toujours Koh Phangan à Goa? En fait, Goa, Koh Phangan, Ubud, à Bali, Pai en Thaïlande, Tulum au Mexique, Brisbane en Australie, tout ça c'est des mêmes vibes en fait, c'est des travelers, des voyageurs qui recherchent plus ou moins les mêmes choses, explorer les mêmes vibes. Tu vois, tout simplement, tu as des vibes ici à Bangkok où si tu te retrouves à Nana, tu sais que tu vas retrouver des gens qui aiment le foot, le billard. Et voilà, il y a un contexte qui supporte, tu vois. Donc Koh Phangan, Goa, Ubud, Bali, tout ça. Il y a énormément d'écoles de yoga, de reiki, des temples, méditation, etc. Tout type de pratiques spirituelles. Donc c'est vrai que ça rassemble une tribu qui vibes sur les mêmes... Comment on peut appeler ce type de tribu? Parce qu'en fait, si je peux être direct... En fait, en anglais, on appelle ça New Age Community. New Age Community. Ouais, en anglais, ça se passe comme ça. Le nouvel âge en français, c'est quoi? C'est une approche moderne et bien plus souvent très distort de la spiritualité. Donc distort, ça veut dire qui s'est écarté vraiment de sa source originelle et authentique, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mix de capitaliste 2022, mix with un petit peu de... Parce que les gens qui me disent, moi, enfin, en français, parfois, avec tout mon respect, ils disent ouais, va à Koh Phangan, tu vas trouver des gens perchés là-bas. Bien entendu. Alors, pourquoi on dit ça? Bien entendu. Perché dans le sens où, moi il y a 10 ans, quand je suis parti dans l'Himalaya, j'ai fait 3 ans en Inde. Quand je suis parti en Inde il y a 10 ans pour faire du yoga, effectivement, j'ai reçu cette appellation de perché. Je pense que c'est péjoratif? Il n'y a aucun souci dans la façon dont on va m'appeler, parce que ça me regarde pas ce que autrui va penser de moi. Tu vois, l'opinion d'autrui à propos de moi, ça concerne autrui, ça ne me concerne pas. Donc j'ai une forme de liberté par rapport à ça. Perché maintenant, pourquoi? Parce que, effectivement, à partir du moment où tu t'intéresses à une dimension de la vie qui est au-delà du physique, ou du mental ou de l'émotionnel, non physique par exemple, on va commencer à te dire que tu es un peu perché parce qu'effectivement, tu as une perception de la vie qui est aussi affiliée à l'énergie, la vibration, les fréquences. Et tout ça, au final, c'est que de la science. En général, quand quelqu'un commence à parler d'énergie, de vibration, de magnétisme, on dit tout de suite qu'il est perché. Bien entendu. Et en même temps, je vais te dire un truc. Sans déviation de la norme, le progrès n'existerait pas. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, Nikola Tesla, il a été appelé perché. Galilée, il a été appelé perché. Einstein, à un moment donné, probablement par certains de ses pairs, Carl Gustav Jung. Et tous les génies de ce monde ont à un moment donné été perchés. Je suis pas en train de dire que je suis un génie du tout. Hein. Je suis pas du tout en train de te dire ça. Non, je suis en train de te dire que ceux qui ont permis à la société de s'évoluer ont toujours été une minorité au sein de ce monde. D'accord. Est-ce qu'il y a des génies à Koh Phangan? Pas que je sache, ma foi. Pas que je sache. Pas que je sache. Malheureusement, Koh Phangan, c'est en termes d'apprentissage spirituel, ça n'a absolument rien d'authentique ni de véritable. C'est vraiment ce que j'appellerais le Disneyland de la spiritualité sur beaucoup d'aspects. Je ne fais pas de généralité et je n'inclus pas 100% des gens que j'ai pu rencontrer là-bas, mais 99%. Donc quelqu'un qui aimerait vraiment apprendre le yoga, apprendre le magnétisme, apprendre toutes ces disciplines ésotériques, c'est pas Koh Phangan. Non. C'est où alors, les vraies destinations? Dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Ouais. Après, vous avez la possibilité peut-être de rencontrer n'importe où sur cette planète quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans l'Himalaya et qui a la possibilité de transmettre avec vous. Tu es resté combien de temps dans l'Himalaya? Dans l'Inde, moi en Inde, je suis resté 3 ans à peu près. 3 ans. Après, j'ai reçu un enseignement qui vient d'un programme universitaire dont l'université est basée dans l'Himalaya. Donc du coup, après, mes professeurs, etc., je les ai suivis un petit peu partout, du nord au sud de l'Inde. Voilà. T'as vu des trucs de fou là-bas?
Ah, tu sais, on se dit tout sur cette chaîne, t'inquiète pas. Tout à fait. L'Inde, c'est indescriptible. Et l'Inde, je pourrais pas vous amener à comprendre cette expérience. Pourquoi? Vous devez la faire vous-même. Ouais, mais c'est quoi les trucs de fou qu'on peut voir? C'est un pays unique, tu sais. Et c'est un pays qui a préservé sur certains aspects du pays 5000 ans 5000 à 15 000 ans de culture védique et yogique, tu vois. Et en même temps, c'est le pays le plus peuplé au monde. En 2023, ça va être officiel, l'Inde passe devant la Chine, même si je pense que c'est déjà le cas parce qu'en réalité là-bas, ils se comptent pas, tu vois. Mais il y a un paradoxe constant entre le constant chaos de ce pays surpeuplé et en même temps une forme de fluidité et de paisibilité dans tout ce qui se passe et avec intensité, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Concrètement, il y a beaucoup de dingueries qui peuvent être faites. C'est quoi une dinguerie? Ah, j'ai vu des accidents de bus parce que le chauffeur il est complètement irresponsable et complètement fumé, tu vois, alors qu'il a 12 heures de bus devant lui à faire, mais c'est pas grave, tu vois. En termes de corruption, tout est possible, tout est viable, tout est partout, mais surtout en Inde aussi, tu vois, ouais, carrément. Mais après, par contre, c'est les voyageurs les plus intéressants que j'ai pu rencontrer dans toute ma vie. En termes d'histoire, en termes d'expérience, j'ai rencontré des gens qui ont traversé l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, qui ont commencé ce voyage il y a 40-50 ans, qui aujourd'hui ont 70 ans et qui vont te raconter des péripéties de leur vie et des choses qui ont pu se passer. Comment tu es rentré dans tout ça, toi, dans cette discipline? C'est intéressant ce que tu me demandes. Comment toi tu es rentré dans le New Age? À savoir que j'ai grandi en banlieue parisienne, donc on n'a vraiment aucune... Le mot yoga, il n'existe pas, on ne sait vraiment même pas à quoi, qu'est-ce, comment, où, pourquoi. Mais voilà, il faut savoir que j'ai toujours voulu donner un sens aux choses. J'ai toujours voulu donner un sens aux choses et j'ai jamais pu appliquer les choses, que ce soit autorité ou quoi que ce soit, sans comprendre pourquoi je le faisais et avec quel type de conscience je devais le faire, tu vois. C'est-à-dire que la professeure, quand j'allais à l'école à 6 ans, elle me disait 2 par 2, tenez-vous la main en rang et avancez. Je disais ok, mais pourquoi? Explique-moi, il faut que ça ait un sens pour moi. Donc la notion de liberté et d'agir en conscience et de donner un sens aux choses, elle a toujours été là. Donc après voilà, je me suis intéressé un peu plus ou moins à la psychologie, à la philosophie. Après j'ai lu quelques livres un petit peu connus d'auteurs spirituels tels que Neale Donald Walsch ou Eckhart Tolle. Et puis voilà, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Vietnam d'abord. Qu'est-ce que ça foutu au Vietnam? Qu'est-ce que ça fait au Vietnam? Je suis parti en vacances, j'ai fait 400 km de moto, j'ai eu un petit accident de moto. Et après, crois-moi ou pas, mais je me suis retrouvé dans un état un petit peu méditatif. Et le mot yoga est apparu dans ma tête, lettre après lettre, Y-O-G-A. J'étais dans une forme de concentration un petit peu. Le mot est apparu dans ma tête et mon intuition me dit en même temps, ça va être ta vie, ça va être ton purpose, ça va être ton métier, ça va être ton chemin de vie. Faut savoir qu'à l'époque j'étais souple comme ça, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'avais aucune capacité du tout, sur la partie physique en tout cas. J'aimerais juste savoir pourquoi tu as choisi la Thaïlande. La Thaïlande, je suis arrivé ici à la base pour faire une formation de Thai massage. Donc je me suis retrouvé dans un village d'une tribu, les Lao, c'est une minorité ethnique. Et en fait, ils parlent même pas le thaï. Donc en fait, je me suis retrouvé dans le triangle d'or entre Chiang Mai et Chiang Rai. C'était ma première expérience en Thaïlande, c'était il y a 8 ans. Et ça parlait pas thaï. Ça parlait pas thaï? C'est une tribu en fait. Les Lao, ils sont en Birmanie, en Chine, dans le triangle d'or, au Laos. Ils sont répartis un peu partout. Et ils ont leur propre dialecte, tu vois. Et donc j'étais vraiment au sein d'une minorité ethnique. Et le seul étranger? Non, on était un groupe d'étrangers pour venir en formation sur du Thai massage. Et il se trouve qu'à la fin de la formation, le professeur de l'école, qui est aussi donc le propriétaire de l'école, il me dit bon, j'ai besoin de vacances. Il avait sympathisé avec moi et avec un autre élève et il nous propose de partir en vacances et il nous dit allons à Copenhague, tu vois. Je dis peu importe où parce que c'est ma première fois en Thaïlande, je connais nulle part et allons-y, découvrons. Je suis arrivé là-bas à l'heure du coucher du soleil, carte postale, j'ai dit je vais vivre ici, je vais travailler ici. C'était dans la première minute. Ouais, première minute. Dans ton élément. Première minute, c'est-à-dire que j'ai vu la mer turquoise, voilà, j'ai vu
le ciel un peu rose, purple, voilà, vraiment magnifique. J'ai vu la carte postale un petit peu. J'ai vu les gens qui autour avaient l'air un petit peu heureux. Bien sûr, j'avais une approche un peu superficielle aussi de la chose, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, franchement, je pense qu'ici, on a plus ou moins tout pour être heureux, quoi. C'était au début. D'accord. Je suis resté 5 ans. Mais tu t'es posé la question aussi, comment je vais pouvoir gagner ma vie? Pas vraiment, parce que j'ai la possibilité de faire un travail où je peux travailler partout sur cette planète. Et je savais aussi que Copenhague, c'est un marché, entre guillemets, où il y a énormément de clients pour le travail que je fais, C'est l'industrie quoi, langue. tu es spécialisé dans quoi, toi? Dans la formation de professeur de yoga, je travaille avec le yoga et l'ayurveda. L'énergie, tout ça aussi ou que le yoga? L'énergie, alors tout dépend comment les gens comprennent yoga et comment ça se définit, bien sûr. Mais effectivement, énergie, vibration, fréquence, ça fait partie de la composante des 5 corps de l'être humain. Ouais. Et donc voilà, c'est inclus au sein de D'accord. l'apprentissage. Quels sont les différents types de disciplines qu'on retrouve là-bas, à Copenhague? Yoga, Reiki, Sound Healing, C'est quoi tout ça? Parce que tout ça, en fait, Tantra. ça parle pas pour... C'est quoi tout ça? C'est en rapport avec quoi? Les énergies? C'est en rapport avec quoi? C'est en rapport à rééquilibrer le corps physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel du corps humain. Et donc ça passe aussi pour avant un rééquilibrage, il faut détoxifier, il faut nettoyer, il faut générer, stimuler, Voilà, il y a tout un process, différentes pratiques. Il y a beaucoup de gens perchés là-bas, j'aimerais savoir. C'est vrai que pourquoi il y a beaucoup de gens perchés? Parce que la plupart de ce mouvement New Age, ils rejettent le monde. On ne dit pas qu'ils sont perchés, pourquoi on les caractérise ainsi, tu vois? Pourquoi on les caractérise ainsi? Parce que c'est un mouvement qui rejette le monde tel qu'il est, le système tel qu'il est. Il y a beaucoup de hippies à la base au sein de ce mouvement, tu vois. Hippie, toi, ou pas? Moi, je m'identifie à tout et à rien, faisant partie de tout et de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est-à-dire que je ne suis... T'es un binaire, non? Non. Quoique, j'ai une énergie féminine et une énergie masculine au sein d'un corps mâle. Tu vois? Oui, par exemple, la créativité, la tendresse, c'est une énergie féminine. L'intuition, c'est une énergie féminine. C'est des qualités qui sont liées à... Est-ce que ça fait partie du mouvement woke, tout ça? En fait, pourquoi c'est des gens qu'on dit qu'ils sont perchés? Parce que c'est des gens qui sont pas très terre à terre dans le sens où ils vont rejeter le monde dans lequel ils vivent et ils sont vraiment en quête d'idéal. Alors que ici, en ce qui me concerne, j'essaie vraiment de faire une notion inclusive entre le Eastern World, le monde occidental, et le monde oriental, et la mentalité, et la culture, etc. etc. Je pense qu'il n'y a rien à rejeter en réalité. Le yoga ne rejette absolument rien et inclut tout, tu vois. Donc à partir du moment où il y a de la résistance, etc. C'est pour ça qu'on les appelle les perchés, parce que voilà, ils se catégorisent sur une partie du monde tel qu'il est, en rejetant l'autre partie. En général, les gens qui vivent du yoga, etc., ils ont quel type de visa? Parce que je sais que cette question va Bien venir. sûr. Voilà, ils ont quoi comme visa? Bien Comment sûr. ils gagnent leur argent, etc. Bien sûr. Bien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font de façon touriste visa, etc. Donc illégal, tu vois. En ce qui me concerne, j'ai eu 2 permis de travail. Donc c'est des permis que tu gardes à la fois, à chaque fois entre 12 et 15 mois. Ce qui m'a permis de travailler de façon donc totalement légale, quoi, en ce qui me concerne. En tant que prof de yoga? En tant que professeur pour professeur, ouais. J'ai fait les deux de toute façon, je donnais des cours et puis je donnais 20% du temps je donnais des cours, mais 80%, 90% du temps on va dire c'est formation. Bon, j'aimerais parler maintenant des trucs un peu plus sérieux là. Dis-moi C'est tout. quoi les types de folie que tu as pu rencontrer Les à quoi? Copenhague? Les Quel quoi? type de folie tu as pu rencontrer à Copenhague? Quel type de folie? Positive ou négative? Tout, dis-moi tout. Dis-moi tout. En termes de négatif, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont fragiles, qui sont en recherche de healing, tu vois, donc de travailler sur soi, sur son mental, sur sa psychologie, Développement sur ses personnel. émotions, développement personnel, etc. Donc ils sont conscients qu'ils ont des choses à prendre soin d'eux et donc ils ont des failles, des faiblesses et des fragilités. Et malheureusement, sur Copenhague, il y a beaucoup de gens qui vont prendre avantage de cela. Des gourous en gros. Oui, après voilà, c'est très facile de manipuler quelqu'un, de conditionner quelqu'un, de gourouiser quelqu'un et de finalement intégrer au sein de cette personne un autre système de croyance en réalité. Alors que ça devrait être tout le contraire. Je veux dire, un praticien du yoga en réalité ne peut pas croire en croire. Seulement ce qu'il expérimente, il va pouvoir connaître.
Tu vois, seulement ce qu'il va pouvoir faire l'expérience 2 va pouvoir connaître. Donc c'est vrai que toutes ces personnes qui arrivent un peu fragiles, en manque d'expérience, etc., elles peuvent être très manipulées. Et ça, c'est très, très, très regrettable. Parce que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui ont besoin de guérir de leur précédente expérience de guérison. D'accord. Tu vois? Ouais. Ok. Donc ça va créer des traumas supplémentaires. Selon toi, donc, en fait, il y a beaucoup de charlatans. 99,99%. Des charlatans. Mm. Ça veut dire quoi que le lendemain, quelqu'un s'autoproclame énergéticien? Alors, tu sais, pour avoir enseigné à peu près 5000 heures un peu à travers le monde, j'ai vu beaucoup de collègues, d'accord? Et je veux pas les condamner, je sais juste qu'ils ont reçu une moitié de connaissances et ils transmettent un quart de connaissances. Et à la fin, on est sur du téléphone arabe et la vérité, enfin la source spirituelle, elle est vraiment distord. Mais ils transformés, mais à l'écart de toute vérité, tu vois. Et on peut pas leur en vouloir parce que eux-mêmes ignorent cela, tu vois. Et c'est vrai que traditionnellement, pour qu'une connaissance soit transmise d'un maître à un élève, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu viens, 2000 € et on va te donner plus ou moins ce qu'on a envie de te donner. Avant, l'approche spirituelle, elle était complètement différente. Comment ça, c'est devenu un business? Un gros business. Je crois qu'il y a 3% des êtres humains de la planète ou 4% des êtres humains de la planète qui font du yoga. Ça représente des milliards. C'est pas des milliards. Ouais. En chiffre d'affaires, en euros, oui. Ouais, ça... Je crois qu'on est sur un demi-milliard. En termes de, je ne suis pas sûr des chiffres que j'avance, mais oui, c'est une industrie qui est énormissime. Alors comment faire la part des choses pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans le yoga, pour pas tomber entre les mains de gens... Tu sais, dans notre société aujourd'hui, on veut le résultat sans forcément le process. Tu sais, on veut pouvoir conduire une Ferrari demain alors qu'on vient d'obtenir le permis aujourd'hui. Avec la technologie, etc., on a l'habitude d'avoir une forme d'accès et de facilité à tout de suite. C'est vraiment en opposition à la base avec l'approche du yoga où sur cette approche on est dans un cheminement où tu vas faire les choses aujourd'hui sans attendre aucun résultat demain. Ça n'intéresse pas les gens d'aujourd'hui. Ouais. Donc moi, si tu veux, j'y suis parti parce que je suis parti en Inde, etc., parce que j'avais rien à perdre. C'était quoi? T'en avais marre de la vie en Occident en fait ou... Je me voyais comme un esclave qui répondait à un système qui n'a pas choisi. Voilà. Donc je ne supportais pas l'idée de donner à autrui la possibilité d'avoir du pouvoir sur moi, de me dire à quelle heure manger, à quelle heure aller dormir. Je ne comprenais pas le concept d'être venu sur cette planète pour payer des factures, vivre de 9h à 5h et me plaindre le reste du temps ou attendre le mois d'août pour être content. Tu vois, en anglais on dit holiday, c'est les vacances. En ce qui me concerne, every day is an holy day. Tous les jours, c'est un jour sacré. Ouais. C'est un jour sacré tous les jours. Holy à la base, ça veut dire sacré. Pourquoi tu pourrais jamais travailler pour un patron? Pour moi, la valeur la plus importante en tant qu'être humain, mon expérience, c'est la liberté. La liberté. Il n'y a rien de plus important que la liberté pour moi. Et tu vois? Ouais. Et tu trouves cette liberté à Copenhague ou pas? Cette liberté, tu peux la trouver partout et tu peux la trouver nulle part si tu la trouves pas en toi. Ça doit déjà être un état d'esprit. Tu vois, c'est une façon de vivre, c'est une façon de comprendre les choses, de voir les choses, d'accepter les choses. Vraiment. Et comme on dit, wild spirit, tu vois, un esprit sauvage. Donc, j'ai jamais pu fit dans aucune case. J'ai jamais vu rentrer dans une case. Ouais, j'ai jamais vu rentrer dans... En fait, excuse-moi, ça fait 12 ans que je suis parti de la France, tu sais. Je suis revenu un peu par-ci par-là, mais... Pourquoi tu es passé de Copenhague à Bangkok? Là, on est à Bangkok, une grande ville. Tu sais, Copenhague, c'est ce qu'on appelle en Thaïlande une phalang bubble. Une bulle d'étrangers, tu vois. Ouais. Et Ibiza, c'est pas l'Espagne. Copenhague, c'est pas vraiment la Thaïlande, tu vois. Et du coup, voilà, j'avais envie de venir à Bangkok pour découvrir la vie du Thaï, le local. Je vais aller à l'école, je vais apprendre le Thaï, je vais voir comment les gens vivent ici, comment c'est Bangkok qui fait vivre le pays, qui fait tourner le pays. J'ai vraiment envie de comprendre un petit peu comment ça se passe ici, tu vois. Sortir du paradis de Copenhague, entre guillemets, qui est un microcosme. Et m'intégrer vraiment dans la Thaïlande, dans la culture thaï, etc. Mika, t'es quelle origine? On est mix. Dans la famille, il y a beaucoup de mix. C'est-à-dire? Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a le grand-père qui est né en Algérie, il y a de la famille à Buenos Aires. Voilà, on aurait aussi du sang italien. On est mix. T'as combien d'origines au total?
Bah, on va dire 5-6 et il y a la Belgique aussi. D'accord, 5-6, c'est ouais. international en fait. Non, elle est pas, maman mix, papa mix. Voilà. Alors, ok, j'aimerais parler maintenant un peu plus. Tu parlais du système qui ne te plaisait pas. C'est quoi le système dont tu parles? Il n'y a aucune inclusivité, il n'y a aucun amour dans la façon dont les gouvernements régulent nos vies, nos systèmes et nos quotidiens. Il n'y a aucune liberté. Je pense qu'on est esclave. Je pense qu'on est là pour servir une grosse machine. On est là pour réaliser les rêves et les projets de ceux qui ont mis en place le système bancaire et économique tel qu'il existe aujourd'hui. Et ça ne m'a jamais intéressé de me réveiller pour quelqu'un d'autre et d'être fonctionnel toute ma vie, 50 ans, de 9h à 5h, pour pouvoir servir un système qui aujourd'hui en réalité crée beaucoup de souffrance. Tu vois, je te donne un exemple. On produit de la nourriture tous les jours pour 12 milliards de personnes. On est 8 milliards sur Terre. Il y en a peut-être 2 milliards qui vont manger à leur faim. Et tout simplement pour maintenir le coût du riz en bourse, non. Je peux pas cautionner ça. Donc j'ai jamais pu payer travailler pour une société, favoriser un système. Je préfère le faire moi-même et faire du charity, faire de l'associatif, directement recevoir de l'argent, le donner dans les mains des enfants burmistes qui sont là, bloqués pendant le Covid en Thaïlande. Voilà, j'ai pu faire directement. Mais voilà. Et en fait, toi, le fait d'avoir quitté la France, c'est que tu te dis, je veux sortir de ce système. Mais c'est pas forcément ouais, voilà. Mais je condamne pas la France en soi, Non, tu mais vois. oui, l'Occident, en fait. Exactement, voilà. Mais est-ce que tu ne crois pas que ce système-là est Il est partout le dans même. monde Voilà. Exactement. Partout. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai qu'en tant qu'immigré ici en Thaïlande ou étranger, C'est bien, t'as dit immigré, t'es pas expat alors, non, pour toi. non, je comprends pas cette notion d'expat. Les Africains qui vont vers la France, c'est des immigrés, mais les Français qui vont vers l'Afrique, c'est des expats. Je comprends pas pourquoi, parce que ils vont avec une entreprise et une enveloppe derrière et une maison. Non. Enfin, en ce qui me concerne, je suis venu avec un sac à dos et pas trop de T'es venu budget. avec combien de budget à peu près? On se dit tout, hein? Ouais, bien sûr, ouais. Combien de budget? Ouais, quand t'es venu ici. Ouais, je pense que j'avais de quoi vivre avec 1000 ou 2000 par mois, entre 1000 et 2000 par mois, hein, parce que si je suis à Paille, avec 500, 1000, je suis très bien, tu vois. Si je suis à Koh Samui, je vais peut-être avoir besoin de 2000 ou 1500, tu vois. Voilà, donc comme j'ai beaucoup bougé, etc., on va dire que... Mais il faut savoir que moi, je travaille 3, 4, 5 mois dans l'année. Je prends mon argent et après, le reste du temps, je travaille sur moi. Je suis en vacances tout le reste de l'année. Qu'est-ce que tu es allé rechercher à Copenhague? Qu'est-ce que je suis allé rechercher à Copenhague? J'avais envie tout simplement de partager ce que j'avais appris en Inde. Après 3 ans en Inde, je recherchais une nouvelle base. Donc là-bas, à Copenhague, tout à l'heure tu m'as dit en off que tu avais quand même vu des trucs un peu Sombre. sombres. C'est quoi? Tu voulais dire quoi? Partout il y a de la lumière, il y a aussi un peu d'ombre, tu vois. Donc effectivement, à partir du moment où il y a des gens qui viennent rechercher de l'aide parce qu'ils sont un petit peu fragiles psychologiquement ou voilà, en tout cas ils savent qu'ils ont... tous les gens qui vont à Copenhague dans le nord-ouest, ils vont dans un esprit thérapeutique. J'y vais 1 semaine, 2 semaines, je fais du yoga, je prends soin de moi psychologiquement, physiquement, etc. Donc c'est des gens qui sont fragiles et qui ont en plus conscience de leur fragilité, mais qui sont très facilement manipulables aussi, tu vois. Donc dans le côté sombre, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens prendre avantage, malheureusement, souvent des femmes, souvent en lien avec la sexualité. Voilà, on va faire croire que pour pouvoir passer la nuit avec toi, et en réalité, le lendemain, tu vas juste te rendre compte qu'on t'aura berné, etc. Et pour toi, il faut combien pour vivre en Thaïlande? Ça dépend où tu vis. Si tu vis dans un village de montagne dans le nord, avec 500 €, t'es très bien. Si tu veux être 500 euros? Franchement, un village dans le nord, carrément. J'avais un loyer à 60 € une fois. 60 euros? C'est bien, non? Ouais, carrément. Genre, il y a des endroits où tu peux avoir un loyer à 100 bahts la nuit. Ouais. Tu vois, ça fait 3000 bahts le mois, ça fait 90 $, 80 €, 70 Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir avec 500 euros en Thaïlande? Non. 500 euros par mois? Où en Thaïlande? Bah, dans ton village là. Ah, mais si tu vas à la frontière avec le Laos, là-bas, vers Isan, carrément, 500 €, t'as besoin de rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? La seule chose que tu peux faire là-bas, c'est apprendre le thaï et être immergé dans un village thaï, c'est tout. Voilà. Si tu veux avoir une vie un petit peu, etc., avec des sorties, etc., non, clairement, 500 € ça va pas le faire. Il va falloir que tu viennes vers Phuket ou vers Samui. Et là, t'as besoin minimum de 1000, minimum. 2000 euros? 1000. À 1000 euros. Minimum de 1000, je pense. Ouais, si tu veux avoir un moyen de locomotion, un appartement et pouvoir être tranquille, tu vois, ouais. Pourquoi? Mais le double, c'est mieux. Mais si je te dis par exemple Bangkok, Ouais. t'as besoin de combien pour Bangkok? Franchement, je connais des gens qui, avec 1000, vivent très bien. Qui ont un loyer à 150 €, 200 €. Et avec 1000, ils vivent très bien. D'accord, seul Tu ou vois en famille? Seuls. Seul, ok. Ouais.
Après ouais, je dirais qu'avec avec 1500-2000 euros, on commence vraiment à être confortable ici, tu vois. Avec 1000 euros, ici, tu peux trouver un 100-150 mètres carrés, tu vois, et avoir un standing un petit peu luxueux. C'est pas forcément ce que je recherche, etc. Mais ouais, je vois souvent des 30-40 000 bahts de loyer avec des standings 4 étoiles, tu vois. Toi, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais lors de ton temps de libre ici en Thaïlande, à Bangkok? Bah, la même chose que tu fais en vacances, mais tous les jours. D'accord, rooftop, Non, boîte après, de nuit, tout ça. non, parce que, ouais, alors c'est une bonne question en fait, parce qu'en fait, quand tu vas en vacances, peut-être tu auras tendance à boire et à boire de l'alcool ou à faire la fête tous les jours, mais quand c'est ton mode de vie, tu auras tendance à pas le faire, sinon tu vas pas vivre longtemps et à 35 ans, ton foie, il faudra le remplacer. Donc non, pour le coup, tout ce que vous faites pendant le temps libre, tout ce qu'on peut faire pendant le temps libre, les hobbies, les passions, moi j'aime beaucoup le sport, je vais escalader, je vais à la salle de sport, je vais danser, je vais aller faire du patinage, j'ai emmené une petite fille faire du patin à glace. Une petite fille? Ouais. Une petite fille? La fille de mon... Non, une petite fille, je veux dire, j'étais beau papa pendant 3 ans. D'accord, ok, d'accord. J'étais beau papa pendant 3 ans. Ok, précise. J'étais beau papa, j'étais avec une maman, une single mother pendant 3 ans. Ah donc, d'accord, c'est bien de non, préciser, non. tu vois. On sait jamais. J'adore, non mais je donne des cours de yoga aux enfants aussi, soit dit en passant. Ouais. Donc non, il y a tout un tas de choses à faire voilà, rien qu'être ici dans ce parc, c'est magnifique. Et qu'est-ce que t'apporte la Thaïlande, si tu devais donner 3 critères que la Thaïlande t'apportait? Je me sens libre ici, j'ai une forme de fluidité et de liberté qui rendent les choses très pratiques, très confortables. Je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas forcément de règles, il y a plus un sens accordé aux choses. Tu le vois avec le code de la route, il n'y a aucun code de la route. Mais c'est pas quelque chose de forcément louable. C'est pas forcément louable, mais je vais dire il y a peut-être aussi un petit peu moins de morts qu'en Europe. Parce qu'ici il y a un petit peu plus d'accidents, mais les accidents sont plus bénins. En revanche, quand il y a un accident en Europe, en général, ça pardonne peu. Mais ce que je veux dire ici, c'est que voilà, si je prends un sens interdit à minuit et qu'il n'y a absolument personne sur la route et que le policier me voit, il ne va pas pour autant me mettre une amende. Je gêne personne, j'embête personne. Donc ça a un sens que je puisse prendre cette route, etc. Tu vois. En fait, c'est la liberté de faire ce que tu veux, en fait. Non, faire ce que je veux tant que ça nuit pas à autrui, tu vois. Mais tant que ça nuit pas à autrui, que ça met personne en position irresponsable ou dangereuse et que voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de liberté. Je peux aller acheter mes fruits ici à minuit pour mon petit déjeuner le lendemain. Je peux tomber à n'importe quel endroit sur une noix de coco où je vais pouvoir boire ça pour 30 centimes d'euros. Je veux dire, il y a une forme de liberté, de fluidité, de pratique dans le quotidien et une qualité de vie que tu peux obtenir pour rien. Je pense qu'on a une bien meilleure qualité de vie en Thaïlande avec 2000 euros ou 1500 qu'en Europe avec 10 000. Okay. Donc tu as fait ça à Paris? Notamment Paris, Polynésie française, après j'ai travaillé un peu partout, Espagne, Mexique, Allemagne. Concernant l'aspect culturel Dubaï. ici, est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter? Non. Non? Pas du tout. Non, parce qu'à partir du moment où on est gentil et respectueux... Donc pour bien s'intégrer ici, il faut être gentil, c'est tout? C'est ça que tu veux dire? Je pense que c'est la qualité humaine la plus importante, la gentillesse, être gentil. En anglais, on dit kind people are my kind of people, you know. Les gens gentils sont le type de gens avec qui j'aime être. Donc voilà, après, la gentillesse, elle est partout, et c'est tout, un bon sourire. Les Thaïlandais sont gentils. Mais c'est pas une question de généralité et tout, tu vois, dans tous les pays, etc., tu vois. Mais ce que j'aime ici, par exemple, en Thaïlande, c'est que quand tu frôles un accident, par exemple, de scooter ou de voiture, ou que c'est un peu tendu sur la route, le premier réflexe de l'automobiliste, c'est de te sourire. Il te sourit, tu lui souris, c'est bon, c'est pas grave, merci, passe une bonne journée. Contrairement à Paris où j'ai vu, il y a beaucoup de bagarres qui partent d'une simple tension, tu vois. Donc c'est vrai que l'approche ici est différente. Et puis on est quand même dans un pays où il y a une vraie différence avec les autres pays dans le monde, c'est que ici, n'importe qui que tu croises à la petrol station, c'est peut-être un champion du monde de Muay Thai. La station essence? À la station essence, tu vois. C'est peut-être un champion du monde de Muay Thai. Donc si t'es pas gentil ou respectueux, il peut te casser 3 côtes, te laisser sur le sol et partir, tu vois. Donc c'est vrai que les étrangers, ils savent ça, il y a une interaction qui est beaucoup plus... Après, le sourire, c'est un sourire de façade, souvent, tu le sais. Ça. Ils ont 2 visages, les Thaïs, oui. Voilà. C'est pas parce que je te souris que je suis content que tu aies frôlé ma voiture. Bien entendu, ils ont 2 visages. Mais si tu veux, dans cette approche, pour avoir passé beaucoup de temps dans le métro parisien, je préfère avoir à la limite un sourire simplement de façade qu'un visage déprimé et qui n'est pas de façade pour le coup, qui est réellement déprimé, en train de partir au boulot. Tu vois, après,
voilà, la vérité, j'ai que de la compassion et de l'empathie pour ces gens-là, mais je pense que voilà, il n'y a que les arbres qui ne peuvent pas bouger et que la liberté se trouve de l'autre côté de vos peurs. On est plus libre en Thaïlande qu'en Europe? La liberté. Pour qui? Parce qu'on est dans un pays militaire, donc si tu parles de liberté, est-ce que le Thaï il est plus libre que le Français qui est en France? On est dans un pays militaire ici aussi, il faut pas l'oublier, tu vois. Donc pour qui? Pour quel statut? Avec quel privilège? En tant que quoi? En tant qu'immigré? En tant que... Tu vois? Je pense que vraiment la liberté c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, d'abord ça doit être à l'intérieur et la façon de vivre votre vie. En ce qui me concerne, je me sens plus libre ici, oui. Voilà, je me sens plus libre ici parce que je ne vais pas me retrouver en prison si je me fais contrôler 3 fois en un mois sans casque. Et même si je sais que c'est pas forcément très bien de conduire sans casque, mais sur 150 mètres entre la maison et le 7-Eleven, tu vois, je sais que bon, parfois ça peut arriver. Mais... Donc voilà, il y a une forme de moins de pression. Est-ce que t'es célibataire? Actuellement, oui. T'as déjà une copine Thaï? Oui. Alors comment c'était? Tu sais que dans la culture thaï, c'est intéressant parce qu'ils ne connaissent pas le second degré, par exemple. Ils ne connaissent pas l'ironie. Ils ne connaissent pas le sarcasme. Tout ce que tu dis, c'est au pied de la lettre. Tu vois? Ouais. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, en termes de communication, parfois des confusions, j'ai envie de te dire. Mais bon... Ouais, tu t'es beaucoup disputé dans ton couple à cause de ça? Non, c'est juste que le message, il est délivré d'une manière et compris d'une autre manière. Tu vois, parce que c'est marrant d'ailleurs, tu vois, les Thaïs ils ont 5 tons dans leur langue, ouais. Mais ils vont pas du tout comprendre quand toi tu parles avec ironie ou sarcasme, par exemple, tu vois. Et c'est vrai que ça va pas forcément être ça va pas être compris quoi, ça va pas être compris. Je peux te dire ironiquement, par exemple, je sais pas moi... que j'ai passé une bonne journée, elle va me répondre « Ah, je suis ravi pour toi, mon amour », alors que j'ai passé une journée de merde. Si c'est dit dans le ton, ils vont pas forcément le comprendre. D'accord. Bon, tu te vois bien en couple avec une Thaïlandaise? Bien sûr, ou avec... Tu pourrais te marier Oui, pourquoi pas, de toute façon. Je vais te dire sincèrement, je pense avoir une mentalité un petit peu plus à l'est qu'à l'ouest. Ça fait 12 ans que j'habite, tu vois, en dehors de la France. Oui, pourquoi pas. Ton projet, c'est quoi? C'est de fonder une famille ici? C'est quoi? Mon projet, c'est d'avoir un terrain avec des animaux carrément et un endroit où les gens peuvent venir se ressourcer et apprendre une façon de vivre alternative à la société actuelle, travailler avec la terre, les éléments, apprendre énormément de choses, travailler sur la méditation, sur le yoga et tout ce qui peut leur faire du bien. Je t'apprends rien, tu sais qu'en Thaïlande, un étranger ne peut pas être propriétaire d'un terrain. Effectivement, tu peux pas être propriétaire d'un terrain, tu peux être propriétaire de ce qui est sur le terrain, mais le terrain, en ce qui te concerne, t'appartiendra jamais. Après, moi, je vais te dire franchement... Donc tu peux être propriétaire des poules, mais pas du terrain. Exactement, mais je vais te dire franchement, dans 40 ans, si tout se passe bien, mon corps, je le rends. J'en suis même pas propriétaire, c'est un emprunt, tu vois. Donc je comprends pas le concept de passer une vie à devenir propriétaire de quelque chose qu'on va abandonner quand on va partir. Après, donc tu veux louer le terrain alors, c'est ça? Ça peut être louer, leasing, donner, emprunter, rendre, peu importe en fait, tu vois, peu importe, tu vois. En fait, ce que je veux, c'est créer quelque chose qui apporte une richesse au lieu et que cette richesse soit bénéfique au lieu. Au lieu, ça ne veut pas forcément dire à mes enfants. Le lieu, ça veut dire au lieu, quoi. Pour moi, la planète, c'est qu'une maison. Je me sens chez moi partout. Et si je nettoie du plastique en Thaïlande ou en France, pour moi, ça change rien. Je nettoie du plastique. Est-ce que tu te sens chez toi en Thaïlande? Je me sens chez moi partout sur la Terre, en fait. Bah ouais, mais sauf que t'es pas chez toi de partout. Non, officiellement, je suis chez moi nulle part. Mais après, c'est un état... Enfin, à part en France où j'ai un passeport. Mais après, c'est un état d'esprit, tu vois ce que je veux dire. Ça fait 12 ans que je participe plus à la vie française. Je me sens chez moi partout. J'aime la France, j'aime la Thaïlande, Après, c'est comme les relations d'amour et les relations toxiques. Il y a des choses qu'il vaut mieux aimer de loin, tu vois. Et voilà, c'est tout. D'accord, ok. Ouais. T'es citoyen du monde en fait, c'est ça, t'es citoyen du monde. Exactement. Et t'aimerais... Après, j'ai vécu sur les 5 continents, j'ai vécu 5, 6, 7 pays par an, tous les ans pendant 6 ans. Je vivais entre 5 et 7 pays par an, tous les ans. Donc bon, voilà quoi. D'accord. Et quel est le meilleur pays pour vivre, selon toi? Selon moi, je suis là où j'ai envie d'être. Je suis en Thaïlande, j'ai envie d'être en Thaïlande, voilà. J'aime beaucoup... Ok. Ouais, donc t'as quitté un peu la jungle
Ouais. Écoutez, Copenhague, c'est la jungle ou pas? La jungle, Ouais. National Park, la jungle. Et là, je suis Ouais. dans la concrete jungle. Et là, Mais je vais te dire un c'est à truc. Bangkok. Copenhague, c'est beaucoup d'illusions. C'est beaucoup c'est le diable s'habille en ange. Tu vois. Quoi ça? Le diable s'habille en ange, c'est-à-dire que tu vas avoir un mec qui va te faire croire que, et en réalité, derrière, il va te manipuler, il va essayer de t'arnaquer ou il va essayer de profiter de toi, etc. Tu vois. Et sous couvert de spiritualité, tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup d'illusions, c'est beaucoup de je te vends du rêve, mais derrière, voilà, tu vois. Y a pas Ici, que ça, au moins, bien sûr. Y a pas Il n'y a ça. pas que ça, bien entendu, tout à fait, bien entendu. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens formidables, il y a des endroits formidables, il y a des gens qui viennent en famille, qui profitent d'un resort, qui font du scuba diving, qui repartent chez eux. Et c'est magnifique, tu vois, de voir leur bonheur devant tant de beauté. Copenhague, c'est magnifique en termes de paysage, tu vois. Mais ici, Bangkok, ce que j'aime, c'est que c'est real. C'est vrai, c'est authentique, c'est réel. Il n'y a pas de foutaise dans la conversation, tu vois. Il n'y a pas de je vais essayer de te vendre ça, de te parler de ça pour te vendre ça derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a moins d'intérêt un petit peu, si j'ai envie de te dire, dans les relations Alors, entre les gens. en parlant d'énergie, parce que c'est un peu le sujet aussi, Ouais, y a beaucoup d'énergie à Bangkok aussi, tu trouves pas? ouais, c'est très... Alors c'est quoi la différence entre l'énergie de Copenhague et l'énergie de Bangkok? Bah ici c'est chaotique si tu veux, il y a une forme d'intensité, de flow qui est constante et en même temps qui crée la dynamique de cette ville qui est incroyable. C'est quoi là? T'as un exemple? Bah j'ai envie de te dire que si on prend si on prend la moto là et qu'on roule 5 minutes, on va être sur 12 voies complètement bloquées et en même temps là écoute, Qu'est-ce qu'il y a? t'entends les oiseaux, t'entends la nature, On est dans un parc. t'entends le silence. Ouais, mais il y a tout dans cette ville. Tu vois, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les... Tu vois, il y a les jogging, il y a ceux qui travaillent 24 heures par jour. Tu vois, si tu peux vivre 24-24, si tu veux aller prendre ton petit déjeuner à 3 heures du matin parce que tu commences ta journée à 4 heures pour je ne sais quelle raison, tu peux, tu vois. Voilà, il y en a pour tout le monde. Et c'est ce que j'aime ici. Ouais, c'est Ouais. c'est vrai que y a beaucoup de bonnes vibes ici. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais te ok. Moi, je pense qu'il faut être en harmonie avec... Il n'y a rien à rejeter, tu vois. Ouais, je supporte pas la pollution, le trafic. Ouais, tu prends conscience que c'est pas bien pour toi, mais apprends à être en paix aussi avec les choses que tu peux pas changer. Et si tu peux les changer, change et bouge, et puis c'est tout. Et alors, c'est quoi les dangers du tantra? Bah, 99% des étudiants, ils vont se faire abuser financièrement ou psychologiquement, ou malheureusement physiquement, ça, parfois. Parce que naïfs ou ignorants, ou parfois les deux. Voilà. Ok. Donc c'est dur, hein, mais beaucoup de entre guillemets sous pratique tantrique. Quels sont sinon les bienfaits du yoga? Pouvoir utiliser 100% de l'intelligence physique, mentale, émotionnelle et énergétique et spirituelle du système humain. Voilà, mais avant ça, il faut en être conscient. En fait, on part du principe qu'il y a une différence entre exister, vivre et être, en anglais on dit alive, tu vois. Tu peux sentir ton corps battre, mais est-ce que tu peux ressentir l'énergie de ton cœur? Tu peux sentir ton cœur battre, mais est-ce que tu peux ressentir l'énergie de ton cœur? Tu peux sentir ton cœur battre, Ouais. mais est-ce que tu peux ressentir l'énergie de ton cœur? Comment? Eh bien, il y a une façon d'intégrer au sein du cœur et du système une certaine densité de ce qu'on appelle Vital Life Force Energy. Les Chinois, ils appellent ça Qi, tu sais, Tai Chi, Qigong. Les Japonais, ils appellent ça Ki, Reiki. Au yoga, on appelle ça Prana. Donc, Vital Life Force Energy. Donc, il y a un moyen d'intégrer ça à l'intérieur du système en plus grande densité pour accroître la vitalité, la fonctionnalité et l'intelligence de chaque partie du système humain. Ça peut être les organes, ça peut être le corps émotionnel, etc. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.